à toutes et à tous et bienvenue dans Ancrage, une émission organisée par les éditions du Lombard. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième édition et de vous accompagner pendant une heure au cours de laquelle nous allons vous présenter quelques-uns des albums qui vont rythmer cette année. En 2022, le Lombard met l'accent sur les séries, des séries jeunesse et adultes. Ce matin, nous vous proposons donc de partir à la rencontre de toutes ces histoires, tous ces personnages. Vous en connaissez déjà certains, Elle, le convoyeur, les omniscients. Vous allez en découvrir d'autres. La plupart des scénaristes, des dessinateurs et dessinatrices sont avec nous ce matin pour vous les présenter. D'autres nous ont ouvert les portes de leur atelier ou les portes de chez eux. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Une personne y est dédiée. Elle vous répondra directement. Et avant de se plonger dans chacun des albums, je vous propose d'introduire les choses avec Gauthier Van Merbeek. Bonjour Gauthier. Bonjour. Le directeur éditorial du Lombard. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Comment s'est passée l'année 2021 et comment s'annonce cette année ? Elle s'est passée, c'est pas très original parce qu'elle s'est passée, je crois, très bien pour le monde de la bande dessinée en général. On a eu une crise qui était difficile à vivre pour beaucoup de la distribution en fin d'année. Ça n'a pas fait oublier l'image globale d'une année en fait extrêmement positive et performante. Et nous on fait ce constat qu'il y a une espèce de progression constante, tout en maintenant évidemment ce qui, avec qu'on essaie de se différencier, c'est une production assez restreinte. Donc depuis 4-5 ans, on atteint un quota qu'on essaie de ne pas trop dépasser. Et on voit bien que pour l'instant, en tout cas, c'est vertueux. Et pour cette année alors, qu'est-ce qui s'annonce ? Et pour cette année, qu'est-ce qui s'annonce ? On va en parler évidemment aujourd'hui. Ouais. On a décidé de mettre l'accent, vous l'avez dit, sur les séries. C'est un peu le genre fondateur de la BD franco-belge. Et ça reste pour nous, le Lombard, après 76 ans d'existence, la majorité de notre catalogue. Donc c'est un petit peu celle-là qu'on va la mettre en avant. On a beaucoup de séries de personnages déjà bien installés au Lombard. On ne va pas en reparler aujourd'hui. On va parler des séries les plus récentes, celles qui ont commencé à être publiées il y a moins de 2 ans, et puis des nouvelles à arriver, des nouveaux tomes de l'année. Avec, on le verra, des gros succès sur certaines séries. Le festival d'Angoulême devait avoir lieu à la fin du mois. Il est reporté évidemment en raison de la crise sanitaire. Certains albums sont sélectionnés. Et oui, donc j'espère qu'il aura lieu parce que... Il aura lieu. On n'a pas non plus l'habitude d'avoir 3 albums en sélection, donc on en est assez fiers. Il y a un titre qui est en lice pour le prix des collégiens, qui est Urbex de Clerc et Dugommier. Un titre en lice pour le prix des lycées, avec Happy End de Jourdic et Jouvray. Et enfin, dans la sélection officielle, il y a le tambour de la Moscova de Simon Sprite. Qu'on avait présenté. Tout à fait. Ici même, l'an dernier. Porté chance, oui. Bon, écoutez, on verra ça. Bonne chance à tous ces albums. Merci Gauthier, on vous retrouve tout à l'heure. On va démarrer tout de suite avec le premier album de la sélection, Les Mémoires du Dragon. Et c'est Nicolas Juncker qui vient nous en parler. Bonjour Nicolas. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous ce matin pour nous faire découvrir le premier tome de cette nouvelle série, Les Mémoires du Dragon, illustré par Simon Sprite, l'auteur notamment, on en parlait à l'instant avec Gauthier, du Tambour de la Moscova, que l'on avait présenté ici même l'an dernier, qui a eu beaucoup de succès. Il a reçu le prix Wolinski de la bande dessinée du Point et il est donc sélectionné à Angoulême. Alors avec Dragon, vous nous emmenez sur les champs de bataille, les grandes batailles napoléoniennes. C'est là que l'on va suivre Pierre Dragon, le personnage principal, qui a des qualités, pas mal de défauts aussi. Parlez-nous d'abord de lui. Alors c'est un personnage qu'on a voulu un peu atypique, enfin que j'ai voulu moi un peu atypique au départ. C'est un héros. Un anti-héros, on pourrait presque dire. Enfin, indiscutablement, il est beau, il est très beau. Il est beau de sa personne, il est intelligent, il est drôle, il a beaucoup d'humour. Il est doué aussi pour le métier des armes. C'est un très bon cavalier, un très bon tireur, un très bon escrimeur. Mais du coup, la nature a un peu contrebalancé ça par quelques défauts. Alors certains un peu minimes, bon, il est un peu menteur, un peu égoïste peut-être, mais il a surtout 2 gros défauts qui lui plombent un peu la vie. Le premier défaut, c'est la lâcheté, c'est-à-dire qu'il est extrêmement couard, mais pas un lâche pacifique ou joli, non, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à tout pour éviter d'aller au combat, y compris aux pires bassesses. Et son deuxième défaut, quand même, qui l'occupe énormément, c'est qu'il est hypersexué, c'est-à-dire qu'il a des besoins sexuels au-dessus de la moyenne, au-dessus de la normale. Alors heureusement, il n'est pas très difficile. Tout y passe. Il aime tout. Il aime tout. Homme, femme, vieillard, général, duc. Il est prêt à tout. Tout fessier est digne d'amour pour Dragon. Et il est prêt à tout aussi là pour arriver à ses fins, ce qui n'est pas forcément le cas des gens ciblés. Donc il a des choses à apprendre aussi de ce côté-là. Comment est-il né ce personnage ? De quoi vous êtes-vous inspiré pour le créer ?
Je voulais un personnage un peu atypique, qui soit héroïque par certains côtés et vraiment anti-héroïque par d'autres, donc avec des choses très fortes dans la balance. L'un des modèles, c'était un personnage de littérature anglaise qui s'appelle Flashman, qui est un personnage de littérature, qui est un officier de cavalerie du 19e siècle, en fait, qui est pareil, qui est lâche, qui est un peu obsédé, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Mais on finit par s'attacher à lui. Et là, c'est pareil avec Dragon. Dragon, je voulais quand même que ce soit un personnage auquel on s'attache, parce qu'il est drôle, parce qu'il a de l'humour, parce qu'il n'est pas bête, et qu'il dit des choses qui sont assez sensées sur des choses de l'époque, en tout cas, concernant que ce soit l'armée ou la société. Et ça me semblait bien d'avoir des qualités fortes et des défauts forts qui permettent de s'attacher à ce type de personnage. Alors justement, vous allez voir, Nicolas, un libraire a une question à vous poser sur votre personnage principal. Eh bien, une question à destination de Nicolas. Donc, comment aborde-t-on un personnage qui, d'apparence en tout cas, est si veule, si opportuniste et qui ne semble avoir aucun scrupule? Est-ce qu'on arrive à avoir un peu d'empathie envers son personnage, ou est-ce que c'est peut-être l'humour qui permet justement d'avoir un petit peu d'empathie envers celui-ci? Donc voilà ma question à destination de Nicolas. Alors, vous avez un peu répondu tout à l'heure, Nicolas. Finalement, vous disiez, on finit par s'y attacher. Est-ce qu'on peut l'aimer, demandait le libraire? Alors oui, il y a deux moyens. D'une part, il y a l'humour, effectivement, qui est la première clé. Et la deuxième clé, c'est de prendre soin de l'entourer avec des personnages qui sont pires que lui, finalement. Notamment des personnages historiques, parce que Dragon est un personnage hors norme qui va croiser toutes les grandes figures de l'époque, les Danton, Dumouriez, Napoléon, Kellerman. De présenter ces personnages-là sous un jour un peu décalé, permet de le montrer lui dans une lumière presque divine, quoi. Il paraît comme quelqu'un de formidable à côté. L'humour, c'est vraiment très présent. C'est aussi une façon peut-être de créer un contraste dans cette époque extrêmement tendue. Oui, c'est ça. Il y a des choses encore un peu méconnues sur l'époque, qui sont un peu drôles parce que oubliées. Mais c'est rigolo de les remettre sur le devant de la scène, c'est rigolo de se les rappeler et de se poser des questions et de s'interroger par rapport à ces événements qui sont quand même les périodes, les heures les plus riches de l'histoire de France, entre la Révolution française jusqu'à la Restauration. Pourquoi avoir choisi cette période? Parce que c'est une période très très riche, justement. J'avais besoin d'une période aussi riche que le personnage et que celle-là, pour le coup, j'avais une matière scénaristique, humaine et historique qui était incroyable sous le coude. Donc c'est pas seulement en termes de bataille militaire d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des histoires de bataille. On va aussi voir des histoires d'occupation, comment l'armée française a occupé la Belgique en 92-93, etc. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de revisiter l'histoire? C'est votre marque de fabrique, un peu ça. Qu'est-ce qui fait que vous aimez ça? C'est se poser des questions sur certaines périodes dont on pense connaître, des périodes qu'on pense connaître, et en fait qui restent avec des incertitudes, des points un peu obscurs. Donc ça m'amuse un peu de montrer ça sous un genre particulier, avec le regard qu'on peut avoir en 2020, 2021, enfin 2022 même maintenant. Parce que le regard change en fait, surtout sur des périodes, surtout la Révolution française. On le voit bien avec Robespierre, tous les 10 ans c'est un génie, 10 ans après c'est un salaud, 10 ans après c'est une ordure, etc. C'est pareil, la bataille de Valmy par exemple, très tôt a été mal considérée, a été mal perçue, parce que trop bâclée, trop facile, une victoire louche, un peu bizarre. Donc on l'a un peu mis sous le tapis celle-là. Et puis finalement elle est revenue sur le devant de la scène avec Louis-Philippe en 1830 parce qu'il y avait participé. Mais du coup c'est devenu un peu une victoire un peu monarchique. Donc après on a un peu oublié, il a fallu qu'elle revienne, soit dans la République, etc., etc. Donc voilà. L'histoire a toujours des périodes échangeantes selon les périodes. Comment avez-vous travaillé avec Simon? Est-ce que par exemple sur votre personnage principal, vous aviez une idée très précise de ce à quoi il devait ressembler, ou c'est lui qui vous a fait des propositions? Non, c'est lui, j'avais pas vraiment d'idée préconçue, je faisais entière confiance au talent de Simon, et il nous a pas déçus. Je crois que c'est dès le deuxième essai, on a tous eu un coup de cœur dessus. Enfin voilà, le deuxième essai était le bon. Il avait trouvé cette gueule magnifique, d'espèce un peu d'acteur porno des années 70, là, c'est très très chouette. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est exactement ce que vous vouliez. On va dire un mot aussi de cet album. Un général des généraux, voilà, qu'on découvre, dont la sortie est prévue début février, avec François Bouc au dessin. Là, c'est une autre période de l'histoire que vous revisitez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est les quelques jours, quelques semaines qui suivent le 13 mai 58, qui est la plus grave crise politique en fait que la France, à mon avis, ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'elle va amener la chute d'un régime et l'avènement d'un autre. Ça va se jouer en quelques semaines, et
Alors qu'on pourrait croire que les événements sont extrêmement sérieux, tragiques, dramatiques, on est en pleine guerre d'Algérie, on parle d'un changement de régime, de l'arrivée de De Gaulle, d'une nouvelle constitution, moi je trouve que tout ça était essentiellement comique, parce qu'on arrive à une espèce d'avalanche de n'importe quoi et de surréalisme qui, en effet, boule de neige, arrive à ce changement de régime. Merci beaucoup Nicolas. Deux Merci bandes Aurélie. dessinées à découvrir très prochainement, donc les mémoires du Dragon dont la sortie est prévue au mois de juin, et Un général des généraux le 4 février. On vient de rencontrer un dragon dans l'armée française. Je vous propose maintenant de découvrir un hussard polonais déserteur. Il s'appelle Karlis. Il va rejoindre un peuple guerrier, cosaque. C'est le nom de ce grand récit d'aventure réalisé par un trio, un scénariste, Vincent Brujas, et deux dessinateurs, Johan Guillot et Ronan Toulouat. Ils ont travaillé à quatre mains pour un très beau résultat. Nous les avons rencontrés au Mans, dans l'atelier de Ronan. Le projet Cosaque, il est né parce que j'ai lu un livre d'histoire sur les Cosaques, tout simplement, sur les origines du mouvement Cosaque, ce que c'était qu'un Cosaque. Et je me suis tout de suite rendu compte du potentiel romanesque de ces personnages-là. Parce que les Cosaques, c'est quoi? C'est des hors-la-loi, c'est à moitié des cow-boys, à moitié des pirates. Et donc moi, je voulais faire des histoires dans cet univers-là. Changer du Far West et faire du Far East. La collaboration avec Vincent, elle est évidente, on travaille ensemble depuis 20 ans. Donc il n'y avait pas trop de questionnement. C'est-à-dire que quand Vincent m'a proposé le récit, moi je me suis tout de suite projeté en fait sur ce que ça pourrait donner. Je m'étais fixé déjà avec Ronan sur la façon de réaliser l'histoire, le storyboard, et à partir du moment où ça s'est fixé, moi je sais que j'ai plus aucune crainte. Je sais que le travail va être fait, qu'il va être super bien fait. J'ai une confiance totale, aveugle. Donc j'avais pas besoin qu'on me prouve que Johan était bon ou pas. Ronan me l'a dit, donc moi je crois sur parole. Et en effet, de toute façon, vu le résultat, il n'y avait pas besoin de douter. Il y a plein de choses qui m'ont motivé. Déjà, la perspective de travailler avec Ronan, que je connaissais depuis un moment et puis dont j'admire le travail. Et puis en fait, ça faisait depuis un moment qu'on disait qu'il fallait qu'on bosse ensemble sur quelque chose. En fait, j'y connaissais pas grand-chose au Cosaque. Je suis allé voir plein d'images, plein de choses là-dessus et ça m'a fasciné, oui. Et du coup, j'ai rejoint le projet avec plaisir. Cosaque, c'est l'histoire avant tout d'un jeune lituanien qui fait partie des hussards ailés et qui décide de déserter. Et qui trouve refuge auprès d'un petit groupe de Cosaques. Donc ça va impliquer pas mal de choses pour lui. Il va rencontrer des gens, une nouvelle famille en quelque sorte. Un vieil homme qui s'appelle Chachko le prend sous son aile et va lui faire découvrir en fait qui sont les Cosaques et que sont les Cosaques. Et cette vie d'aventure et de liberté va évidemment séduire ce jeune lituanien. Mais il n'est pas prêt à tous les sacrifices et surtout il va comprendre que la société cosaque elle n'est pas aussi idyllique qu'il le croit et donc voilà, ça a amené pas mal de choses. Ça nous permet de découvrir tout cet univers-là très particulier qui est assez peu connu des Occidentaux. C'est de l'aventure, c'est du romanesque, c'est surtout l'envie d'amener le lecteur ailleurs en fait, le sortir de son quotidien. Avec Ronan, on s'est dit ce serait bien d'expérimenter quelque chose. Et j'ai proposé à Johan de faire quelque chose qui avait, je pense, pas été fait jusqu'ici, c'est-à-dire de co-dessiner. Mélanger le dessin et la couleur et voir si, par exemple, certains paysages peuvent pas devenir des peintures. On a chacun nos expertises, moi le dessin, toi la couleur, et on va essayer de trouver un terrain d'entente en fait où on va vraiment fusionner ensemble nos deux capacités. On s'est retrouvés à dessiner de la couleur. Je lui ai dit, tiens, par exemple, il faudrait que tu fasses ça sur un ancrage pour que je puisse faire ça après, à enlever complètement de l'ancrage. Donc c'était un petit peu chaotique. Pendant un bon moment. Et puis assez vite, ça fonctionnait quoi. C'est plutôt une excellente collaboration, autant en termes de partage que d'expérience. Je fais une sorte de crayonné précis en fait des pages que j'envoie à Johan et lui du coup va peindre sur mon crayonné. Je vais repasser dessus et redessiner tout ce qui me va pas. Et on arrive sur certains aspects à une fusion. Comme si on allait faire une peinture à quatre mains. Moi, je lui faisais le dessin sur la toile et lui allait y amener toute la peinture, toutes les nuances, tous les volumes.
Voilà, Cosaque de Vincent Brujas, Johan Guillot et Ronan Toulouat. Gauthier m'a rejoint pour en dire un mot. Gauthier, 2 dessinateurs sur un même album, c'est pas très fréquent ça? C'est pas très fréquent, je sais pas si c'est vraiment jamais vu. En tout cas, nous, ce qu'on n'avait jamais vu par contre, c'est l'alchimie vraiment étonnante de ces 2 graphismes-là. Ils ont trouvé leur méthode, leur entente intelligente. On n'a pas été vraiment dans le secret de leur travail, mais le résultat, je le trouve vraiment extrêmement abouti, extrêmement juste par rapport au scénario, juste très très séduisant. Ça, on a été assez bluffés par les premières pages. Ouais, dès le début? Oui. Un mot de ce scénario, justement? Mais à l'origine, effectivement, avant qu'ils trouvent cette collaboration qui a vraiment magnifié le projet, il y a eu cette envie, notamment de Vincent Brujas. On le connaît bien, on sait son sérieux au niveau des sujets historiques et comment il transcende sa documentation, comment il l'intègre pour en faire d'abord un récit juste par rapport à ses intentions. Et c'est vraiment la grande aventure classique, avec néanmoins évidemment pas mal d'aspects très modernes, dans un univers qui n'était pas très fréquemment traité en bande dessinée et qui était extrêmement épique, exotique. Ce monde des Cosaques qu'on veut faire découvrir, ça nous a beaucoup séduit. Ça. Merci beaucoup Gauthier, on se retrouve tout à l'heure. On va passer au 3e album de la sélection avec cette fois un personnage que certains d'entre vous connaissent déjà. Ils vont retrouver sans doute avec beaucoup de plaisir. Le Convoyeur est de retour pour un 3e tome et c'est Dimitri Armand, le dessinateur, qui vient nous en parler. Bonjour Dimitri. Bonjour Aurélie. Merci d'être là pour nous faire vivre la suite des aventures du Convoyeur, qui est le fruit d'une collaboration avec Tristan Rouleau, qui est le scénariste qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce matin. On va profiter de cette occasion pour dévoiler la couverture de ce tome 3. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de cette couverture? Comment l'avez-vous pensée? Qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en avant? Je voulais mettre le personnage de la chasseresse en fait en avant, qui pour moi est un personnage très important et qui est vraiment au cœur de ce tome 3. Ouais. Et surtout, je voulais graphiquement ce soit un rappel de la 2e couverture en fait. Où dans le tome 2, je la présentais comme elle, la menace, qui surplombait le convoyeur. Et là, c'est plutôt le convoyeur qui surplombe la chasseresse qui est au premier plan. Alors la 2e couverture, celle-ci. Hein. Exactement. Voilà. Tout à fait. Bon, la chasseresse, vraiment, c'est elle qui est au cœur de ce tome 3, qui va prendre beaucoup de place. Vous nous faites le pitch? Le pitch du tome 3 ? Oui. C'est la suite directe du tome 2, ce qui est plutôt bien pensé. Et en fait, à la fin du tome 2, la chasseresse quitte le palais du duc d'Arcasso avec le renifleur. Et donc, on continue de la suivre à la poursuite du convoyeur durant ce tome 3. C'est assez dur d'en dire plus sans faire de spoiler en fait. On en avait appris beaucoup plus sur le convoyeur sur le tome 2 et maintenant c'est la chasseresse qui va prendre toute sa place dans le tome 3. Oui c'est ça, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui permet aussi de développer énormément l'histoire du convoyeur malgré tout. Donc on va vraiment en apprendre sur les 2 personnages. Chaque album a vraiment une tonalité différente? Oui, exactement. C'est vraiment ce qui m'a séduit dans l'écriture de Tristan. Je trouve que le concept du convoyeur aurait pu tomber dans une facilité de faire un album, une quête. Et là, il est vraiment passé au-dessus de ça. Chaque album a une tonalité différente, une ampleur différente. Et par exemple, sur ce tome-là, on suit vraiment la chasseresse. En fait, le convoyeur est limite relégué, je ne vais pas dire au second plan, parce qu'il est quand même très important, mais pour faire une comparaison facile, c'est un petit peu Furiosa dans Mad Max Fury Road, où finalement Mad Max est presque au second plan par rapport à Furiosa. Dans cet univers complètement post-apocalyptique, est-ce qu'il y a un message ou des messages que Tristan et vous-même, vous aviez envie de faire passer ou ça ne se situe pas vraiment là? Je ne pense pas vraiment que ce soit une histoire à message. Je pense chacun peut y trouver des messages s'il a envie de les trouver, mais c'est plus faire un divertissement adulte aussi qualitatif que possible. Mais je ne pense pas qu'il y ait de messages trop profonds. Tristan Rouleau pousse vraiment beaucoup les limites sur beaucoup de plans. C'est aussi ça qui vous a attiré dans son récit et c'est ça qui est intéressant pour un dessinateur? Oui, alors au début ça pouvait être un petit peu effrayant parce que c'est vrai qu'il pousse vraiment les curseurs à fond sur vous le ralentissez parfois, c'est vous? Oui, voilà, c'est ça. J'étais peut-être réticent à dessiner certaines choses. Donc il se calme un petit peu et oui, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ouais. Parce que du coup, il tente vraiment des choses qui sont, je ne vais pas dire qu'elles n'ont jamais été faites, mais il n'y a pas de limite en fait. Lui, il ne se pose pas de limite narrativement et du coup, c'est assez intéressant. Un libraire a une question à vous poser justement qui concerne aussi votre travail avec Tristan. On va l'écouter. Salut Dimitri, alors nous aussi on a accepté la mission du convoyeur et à BDFUT Grenoble, donc Dominique BDFUT Grenoble, on est tous archi fans de votre série. On a été conquis par l'originalité du scénario, le côté badass des personnages, le rythme,
graphisme étonnant et les couleurs, et les nombreux rebondissements qui jalonnent le récit. Alors la seule question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est où avez-vous puisé votre inspiration, tant du point de vue scénaristique que graphique, et comment avez-vous travaillé ensemble? À bientôt, à vous entendre, et on espère vous voir. Ciao. Voilà l'inspiration et le travail avec Tristan Rouleau. Ces deux questions, ce libraire qui a beaucoup apprécié Le Convoyeur et qui attend visiblement impatiemment la suite. Et il fait bien. L'inspiration, je pense que ça m'est venu assez naturellement. Comme je lis pas mal de BD, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je regarde beaucoup de cinéma fantastique, de genre. Donc ça m'est venu assez naturellement. Et Tristan fait des suggestions sur tout ce qui va être design, décor, etc. Et ce qui est assez intéressant, en fait, c'est comme ça se passe dans une France qui est revenue à un état médiéval, il y a quand même une base, en fait, sur laquelle on peut se baser pour tout ce qui est décor. Et ma seule contrainte, c'est que j'ai presque été trop timide, en fait, sur les premiers tomes, en termes de design, même de design de décor des personnages. J'étais un petit peu contenu, finalement, j'ai été un peu trop timide, beaucoup plus que Tristan au niveau du scénario. Et moins sur le tome 3 ou là encore? Non, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Je pense qu'au tome 4, c'est bon, je serai mûr. Et sur notre méthode de travail, moi j'aime vraiment travailler avec Tristan parce qu'il respecte énormément mon besoin d'être dans ma bulle pour travailler. Je vais être pas mal ralenti ou sclérosé si j'ai des échanges trop constants avec le scénariste. Et là, vraiment, on a de beaux échanges en amont sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut raconter, comment on veut l'illustrer. Et une fois qu'on a parlé de tout ça, je peux me jeter à fond dans les pages. Mais là, on est vraiment dans un monde en mutation qui est loin, même si on retrouve certaines choses qu'on peut connaître, loin de ce qu'on connaît. C'est plus difficile de travailler sur un univers comme ça, pour un dessinateur, loin des codes de ce que l'on connaît? Non, pour tous les autres dessinateurs, je ne sais pas. Pour moi, c'était presque plus simple, en fait, parce que, par exemple, dans mes albums précédents, Bob Moran, c'était extrêmement contraignant graphiquement, parce qu'il fallait être crédible sur les véhicules, les vêtements, les bâtiments. Là, il y a une espèce de liberté que j'avais trouvée dans le western, mais encore poussée à son paroxysme, en fait, parce que j'ai aucune limite, à part l'absence de fer, donc il faut que je fasse attention au niveau des designs ou des éléments de décor. Mais sinon, il y a une liberté totale qui, du coup, m'a un petit peu paralysé au début, finalement. Mais non, c'est pas une difficulté pour moi, a priori. Alors Dimitri, Tristan a un message et une question à vous poser. Il a tenu à vous enregistrer ce message. Regardez. Salut à tous, je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous aujourd'hui du fait de l'annulation du Festival d'Angoulême. Mais quand même ravi de pouvoir participer à cette émission et des présentations de quelques nouveautés là, que je vais avoir sur l'année. Oui, j'avais une petite question pour toi, Dimitri. Donc je sais que tu es un Instagrammeur très très reconnu et très actif, donc j'aurais pu te demander, mais quelle était ta routine beauté tous les matins, bien sûr. Mais je vais plutôt te demander un truc en rapport avec la bande dessinée. Donc sur Le Convoyeur, qu'est-ce qui, à la fois, tiens, ça va être deux questions. Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes, de soucis? Qu'est-ce qui a été le plus peut-être exigeant en termes de dessin sur les albums? Et la deuxième, qu'est-ce que tu as préféré dessiner justement? Qu'est-ce qui a été le plus kiffant pour toi sur Le Convoyeur? Voilà, bonne continuation, bonne fin d'émission. Salut à tous. Dimitri, qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus facile? Le plus difficile, je pense que, comme je disais un petit peu avant, ça a été de me lâcher un petit peu. De repousser les limites. Ouais. Parce que même dans le western, finalement, il y a quand même un cadre assez précis, avec des codes assez précis du genre, donc je ne pouvais pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et là, c'est le fameux truc de « Ah, j'ai hâte d'être libre, une fois qu'on l'est, on ne sait pas trop par où commencer, quoi faire. » Sinon, je sais pas ce qui m'a posé plus de problèmes à part ça, en fait, savoir embrasser cette liberté. Et ce que j'ai beaucoup aimé dessiner, c'est vraiment toutes les scènes très gore et violentes en fait dans l'album, parce que je trouve que ça correspondait à l'univers en fait, et pour le coup, j'ai vraiment pu me faire plaisir. Je suis pas spécialement psychopathe dans l'absolu, rassurez-nous. Je trouve que l'univers en tout cas méritait vraiment que je me lâche là-dessus. Et là-dessus, j'ai pas eu de mal à me lâcher par contre, ça va. Il y aura un tome 4 ? Il y aura préparation. un tome 4, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Dimitri. Le tome 3 du Convoyeur à découvrir
le 20 mai. 2022 est une année chargée pour le scénariste du Convoyeur puisque Tristan Rouleau signe aussi une nouvelle série, cette fois à destination des enfants. Une série intitulée La forêt du temps, illustrée par Matteo Guerrero. Vous l'avez compris, Tristan n'a pas pu être avec nous ce matin puisqu'il vit au Canada, mais il a tenu tout de même à nous présenter son album. Donc, alors, le pitch de La forêt du temps, c'est un petit village médiéval perdu dans une forêt très isolée et peuplé d'enfants avec un vénérable, un vieux sage qui les accompagne. Et ce sont des enfants surdoués, des scientifiques, des astronomes, des chercheurs. Et ils sont protégés du passage du temps par une pierre qui est sous la cathédrale. Et cette pierre va être brisée par une voleuse qui va s'introduire au village. Et ils vont devoir retrouver le morceau qu'elle a dérobé pour à nouveau pouvoir reconstituer la pierre et, encore une fois, que le temps n'évolue plus dans le village et qu'il soit protégé du passage du temps. Donc voilà, c'est une grande quête. Les enfants vont devoir sortir du village et puis découvrir le monde extérieur. Donc, qu'est-ce qui m'a intéressé dans le voyage temporel et dans le passage de temps, la jeunesse éternelle, etc. Il y a plusieurs aspects. La première, déjà, en tant que scénariste, c'est de m'essayer à un scénario sur le voyage temporel, comme l'a déjà fait Retour vers le futur, voir comment moi, je vais pouvoir gérer les paradoxes, les boucles temporelles qui s'enchaînent, qui se retrouvent. Et donc, il y a quelque chose d'intellectuellement très, très excitant. En tout cas, c'est un défi qui m'a beaucoup intéressé. Et puis après, il y a le thème du paradis perdu, de l'enfance protégée, et puis qui doit entrer dans le monde des adultes, dans le monde réel, avec les dangers et l'excitation qui vient aussi avec ça. Dans cette histoire aussi de voyage temporel, l'idée, c'était aussi de faire une histoire de voyage dans le temps, mais pour les enfants. Donc, d'avoir une façon de présenter cette aventure à hauteur d'enfant, avec toutes ces thématiques peut-être un peu complexes, de les mettre en arrière-plan et de laisser les enfants découvrir ce qui va se passer, et puis s'apercevoir que l'évolution de l'aventure va prendre des tournants un petit peu surprenants. Mais les amener progressivement à découvrir ce que c'est que le concept finalement de temps, qui est beaucoup plus riche que juste une succession linéaire d'événements en fait. Donc pour ça, j'ai beaucoup lu justement sur toutes les conceptions du temps de toutes les civilisations en fait, et avec des choses très très riches, que ce soit chez les Aztèques, dans les pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, dans les pays asiatiques, etc. Chaque peuple a sa propre conception du temps, et j'ai essayé de remixer tout ça pour essayer d'avoir une sorte de vision originale sur ce thème-là. Comment on a travaillé avec Matteo? Alors Matteo, déjà je le connais puisqu'on avait fait une série historique sur le Rhum. Il avait cette idée d'un petit village perdu dans la forêt ou protégé du temps. Donc ça c'est lui qui a amené cette idée-là et sur laquelle après moi j'ai développé tout un tas de concepts. La collaboration, il y a beaucoup d'échanges, surtout au début de la série, on a beaucoup échangé là-dessus. Beaucoup de retours sur les cadrages, sur la façon de raconter l'histoire, les personnages, comment les créer. Donc c'est vraiment un travail de création collaboratif de bout en bout. Une fois qu'on a mis en place les grands axes, j'écris mon scénario, à ce moment-là on en rediscute, il a des idées que je vais des fois rajouter. Et surtout ces personnages, la façon dont il a pu les créer, vont guider aussi leur caractère, la façon dont ils vont évoluer dans l'histoire. On voulait quand même une approche qui soit proche de l'animation. Donc, et notamment, moi j'avais en tête le top du top, tous les dessins animés des studios Ghibli. Donc on voulait avoir ce mélange de quelque chose de très merveilleux, des teintes peut-être un peu à l'aquarelle, tout en étant quand même réaliste, parce que le dessin de Matteo a une part de réalisme, et c'est un hybride un petit peu entre l'anime, la BD franco-belge, le manga, le comics. Il a une culture comme ça très très riche. Et donc il fallait une couleur qui soit capable d'avoir une simplicité dans le traitement des personnages et des visages pour que les émotions restent bien lisibles, et en même temps que les décors soient bien travaillés, un peu comme des décors, comme des cellos d'animation quelque part. J'ai développé le scénario en 3 cycles de 2 tomes, justement avec à chaque fois des boucles temporelles qui reprennent certains éléments, mais avec une nouvelle lecture ou par les yeux d'un autre personnage. Donc on en apprend et on découvre finalement de plus en plus profondément les racines de ce village. Qu'est-ce qu'il fait dans cette forêt? Quels sont ces personnages? Quelles sont leurs histoires? Et tout en ayant une aventure qui va se déployer dans d'autres endroits aussi. On ne reste pas bloqué dans ce village et qui va partir, parce qu'une fois les enfants vont partir à l'ouest, une fois ils vont partir au sud, et donc ça va changer complètement l'histoire. Donc pour ça, j'avais besoin de prévoir vraiment quasiment intégralement
le scénario pour pas me trouver pris avec des paradoxes temporels. Donc en gros, les 3 cycles sont au minimum écrits en termes de synopsis et très avancés en termes de scénario. J'ai dû écrire un petit peu tout en même temps, on va dire. Voilà, La forêt du temps de Tristan Rouleau et Matteo Guerrero. Gauthier, le voyage temporel, c'est un sujet ambitieux pour un jeune public? Oui, enfin, en tout cas, si on veut le traiter de façon ambitieuse, c'est compliqué. Ça, c'est un projet qui avait des qualités assez évidentes dès le départ, beaucoup d'humour, de péripéties, le dessin de Matteo Guerrero qui est vraiment parfaitement assez adapté. Dynamique. Oui, vraiment. Mais ce qui est vraiment bluffant pour moi, c'est cette ambition-là. C'est-à-dire qu'on parle de voyage temporel, avec tout ce que ça amène de paradoxes, d'éléments à planter et à réutiliser plus tard, sans que ce soit difficile à comprendre, mais sans non plus qu'on tombe dans les poncifs d'incohérences habituelles et inhérents au genre. Donc faire un récit sur le voyage dans le temps qui soit ambitieux, clair, qui ne prenne pas le lectorat pour des idiots, ça j'ai pas vu souvent et c'est vraiment une des grandes forces de La forêt du temps. Alors je le disais, pour Tristan Rouleau, c'est une année chargée. Il y a le tome 2 de Chroniques diplomatiques qui va sortir également cette année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapide? Ça montre toute sa polyvalence de scénariste. Là, on est dans un récit beaucoup plus réaliste, très ancré dans l'histoire, à la différence du Convoyeur ou de la Forêt du temps, évidemment. Et à l'histoire du monde par un prisme français des années 60, puisque le héros est un jeune diplomate brillant, qui était nommé ambassadeur notamment dans le tome 1 en Iran au moment du basculement de régime et qui va donc vivre les événements et tenter de les influencer dans la mesure du possible. Donc ça, c'est une série qui demande extrêmement de documentation sur les mœurs diplomatiques, sur l'histoire. Et puis voilà, le génie, c'est de les intégrer dans une histoire fluide, prenante, qui nous apprend des choses. Merci Gauthier, à tout à l'heure. On va rester dans le domaine de la bande dessinée fantastique avec une bande d'adolescents que vous connaissez bien. La suite des aventures des Omniscients, et c'est Vincent Dugommier, le scénariste, qui vient nous en parler. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous ce matin. Certains sont sans doute très heureux de retrouver ces 5 jeunes qui se sont réveillés un jour avec le savoir absolu. Je rappelle que les dessins sont signés de Renata Castellani. C'est le tome 3 de cette série, sans tout dévoiler bien sûr. Est-ce que l'on va avoir des réponses aux questions qu'on se pose dans les albums précédents? Oui, certainement. Donc le tome 3 est vraiment un tome dans lequel on donne énormément de réponses. C'est presque un tome conclusif, je dirais. Vraiment, les lecteurs vont être contents de découvrir un petit peu beaucoup de mystères, de résolutions. On va comprendre comment ils sont devenus omniscients, pour quelles raisons. C'est un album dans lequel il y aura énormément d'action, énormément de réponses. Après, évidemment, on continuera cette série avec c'est la fin d'un cycle, c'est pas le dernier. Non, c'est pas le dernier album, effectivement. Ça ressemble un petit peu à une fin de cycle, effectivement, dans le sens qu'on répond à énormément de choses. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait d'explorer le thème du savoir absolu? Ce qui m'intéresse toujours, c'est ce qui peut se passer auprès des personnages. Comment vont réagir des adolescents qui reçoivent du jour au lendemain le savoir absolu. C'est vraiment ça qui m'intéressait, comment vont-ils réagir? Est-ce que ça pourrait créer une nouvelle camaraderie, hein, parce que bon, c'est 5 jeunes qui sont du jour au lendemain rassemblés par ça, ils ne se connaissaient pas et tout. Donc ça, c'est vraiment au cœur de ce que j'aime raconter. Ce qui m'intéressait par rapport au savoir, c'est aussi se poser des questions sur la conservation du savoir, certains choix, est-ce qu'on va tout conserver ou pas et comment, puisque dès le tome 1, il y a un projet de bibliothèque de conservation du savoir absolu dans une banquise. Ce sont tous des sujets qui m'intéressent, parce que j'adore me documenter dans la vie et tout ça, donc voilà. On ne sait jamais trop pourquoi on raconte des choses, en fait. Hein. On a envie de le faire. L'idée de départ. La bande de jeunes aussi, c'est quelque chose qui est important. Ça, la bande d'adolescents, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous vos albums. Quasiment dans tous mes albums, effectivement. C'est un peu... bon, je suis un auteur jeunesse, donc forcément, on a des héros qui sont souvent jeunes. Mais la camaraderie... La camaraderie, ça, c'est vraiment le truc, effectivement, que j'ai toujours aimé, que j'aime toujours, en fait. Hein. Mais c'est un truc qui est vraiment génial quand on est adolescent, quand on est gamin, d'avoir des copains, de se retrouver, de se marrer et tout ça. C'est quelque chose que j'ai adoré et que j'aime bien raconter, quoi. C'est vraiment... Et j'ai senti qu'avec Renata, avec son dessin, c'est quelque chose que je pouvais vraiment pousser très fort. Il y a des moments câlins comme ça quand ils se retrouvent et tout. Enfin, je trouve ça vraiment quelque chose que j'aime raconter et j'adore les espèces de candeur et de sens, de spontanéité des personnages adolescents. Alors Renata Castellani, la dessinatrice, n'a pas pu être là, mais elle a un message à vous adresser.
Ciao a tutti, sono Renata Castellani, la disegnatrice della serie a fumetti Les Omniscients. Ho conosciuto Vincent nel 2018 e collaboriamo da allora a questa serie. L'appropriazione dell'universo narrativo è stata abbastanza scorrevole, abbastanza immediata, poiché Vincent e io siamo molto in sintonia e comunichiamo molto proprio al fine di tirare fuori le emozioni, i caratteri dei personaggi, le ambientazioni nelle quali si muovono. Per fare questo io utilizzo uno stile di disegno che presenta delle caratteristiche simili a un mix tra Disney e manga. Il messaggio principale della serie, oltre all'importanza della preservazione della conoscenza, si potrebbe riassumere nel classico motto «l'unione fa la forza». Ma non si tratta di un'unione superficiale, bensì di una vera unione. Un'unione che si può ottenere grazie all'impegno, grazie al dialogo, grazie all'attenzione verso l'altro e verso i suoi sentimenti. Ma adesso vorrei fare una domanda a Vincent. Che cosa faresti se tu avessi la conoscenza assoluta? Voilà la question de Renata. Que feriez-vous si vous aviez la connaissance absolue? Grande question. Oui. Je sais ce que je ferais, mais je m'ennuierais beaucoup en fait, parce que j'adore chercher, j'adore découvrir. Quand je vois quelque chose qui m'intrigue en rue, un compositeur, j'adore gratter et essayer de me renseigner et de savoir ce qu'il y a derrière en fait. Et donc j'adore ça. Donc recevoir le savoir absolu m'ennuierait énormément parce que ça m'ôterait beaucoup d'heures de recherche et ça fait partie de mon plaisir en fait. Donc je m'ennuierais. Donc ce ne serait pas forcément une bonne chose. Vous avez vous aussi une année chargée, puisque au-delà des Omniscients, le tome 2 d'Urbex va sortir au mois d'août. On dit aussi un petit mot de ce qui va arriver aux personnages principaux, Alex et Julie de tête, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, Alex et Julie vont évidemment continuer à explorer des univers, mais ils vont devoir continuer à s'explorer eux-mêmes et comprendre un peu ce qui leur arrive. Et cet album-ci, c'est plutôt Julie qui va se retrouver au centre de toutes les préoccupations. Ça va pas être très simple pour elle parce qu'elle est assaillie par des cauchemars. Mais petit à petit, elle va comprendre un petit peu qu'en fait, elle a un destin, c'est de prendre en main un problème familial et de le résoudre pour pouvoir avancer elle-même dans la vie, en fait, tout simplement. On va avoir une petite relation amoureuse également qui sera tumultueuse. Mais bon, j'aime bien les happy end, quoi. On espère. Bon, je ne sais pas si c'est nécessaire de le dire, mais vous êtes aussi le scénariste des Enfants de la Résistance, qu'on ne présente plus quasiment 1,5 million d'albums vendus. Le tome 8 va sortir lui aussi au mois d'août. Là aussi, on en dit un petit mot quand même. Un tout petit mot. On va avoir un rapport plus précis avec la presse clandestine, ce qui intéresse énormément François et qui va un petit peu justifier le fait que depuis le début de cette série, c'est lui qui raconte. Il y a beaucoup de texte-off et tout ça, et en fait, il a un rapport avec le fait de témoigner et de rapporter les choses. Et donc, ça lui parle beaucoup d'un moment donné, de pouvoir aider la presse clandestine. Donc, je voulais faire le lien entre ces deux choses. Merci beaucoup Vincent Dugommier. Les Omniscients, le 6 mai, le tome 2 d'Urbex en août, tout comme le tome 8 des Enfants de la Résistance. Allez, je vous propose de découvrir une histoire qui va sans doute plaire aux lecteurs des Enfants de la Résistance, car vous allez voir, il y a des similitudes. Une nouvelle série intitulée Révolutionnaire, et c'est le scénariste Régis Sautière qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Merci d'être là pour nous présenter Révolutionnaire, dont vous êtes le scénariste aussi de La Guerre des Lulus, qu'on ne présente plus aux libraires. Sur Révolutionnaire, les dessins sont de Xavier Fourquemin. C'est une aventure historique. Pouvez-vous nous raconter l'histoire ? L'histoire. Ça commence par une embuscade. Un carrosse se fait agresser par une bande de brigands dans une forêt. C'est la nuit. Dans le carrosse, il y a la comtesse de Montancourt, sa fille, et celui qui éduque sa fille. Ils se font attaquer. La comtesse meurt dans l'accident, sa fille. Et donc celui qui l'accompagne réussit à leur échapper. Et vont se réfugier chez l'oncle de la petite Sélénie, qui est la seule famille qui lui reste. Le problème, c'est que c'est l'oncle en fait qui a commandité l'attentat. Ouais. Et donc, elle va lui échapper rapidement et trouver refuge auprès d'une bande d'enfants des rues.
Donc 3 enfants des rues, 2 garçons, une fille de son âge grosso modo. Et on va suivre les pérégrinations de cette petite troupe. Là encore une bande d'enfants. Voilà. Pendant la période de la Révolution française, puisqu'on commence, alors on n'est pas en 1789, on est en 1792. On n'est pas non plus à Paris, on est à Nantes, puisque le principe, c'était aussi de décaler le point de vue habituel qu'on a sur la Révolution française. Comme on avait fait pour la guerre des Lulus, voilà, on décalait un peu le point de vue sur la guerre de 14, puisque le point de vue habituel qu'on a en France, c'est le front, c'est les poilus, les grandes batailles, etc. Le point de vue général qu'on a sur la Révolution française, c'est Paris, la prise de la Bastille le 14 juillet. Nous, on a décalé un peu tout ça, on s'est placé à Nantes, et donc on est en dehors des événements parisiens. Mais la Révolution française et la Révolution nationale, c'est pas juste un événement, c'est une grande période en fait qui a duré grosso modo une dizaine d'années. Et donc on va raconter tout ça au travers des aventures de cette bande d'enfants, mais ça reste avant tout de l'aventure plus qu'une bande dessinée pédagogique sur il n'y avait pas vraiment la question de se poser de comment on raconte la Révolution française aux enfants, c'était pas ça l'idée Non, ça sert plus de cadre. À l'arrière, c'est plus comment on l'évoque en fait. Ouais. Voilà. Mais nous, ce qu'on raconte, c'est pas la Révolution française à proprement parler, c'est vraiment une aventure d'enfants au sein d'un événement historique. Pourquoi avoir choisi cette période pour raconter cette histoire ? Pourquoi la Révolution française ? Parce que c'est une période qui m'intéresse depuis très longtemps. En fait, je crois que l'idée m'est venue quand j'ai commencé à travailler sur la guerre des Lulus, dès le premier tome. Voilà, j'ai eu cette envie parce que j'avais aussi des lectures qui m'avaient amené vers la Révolution française. Je me suis rendu compte qu'en fait, je la connaissais très mal. Je connaissais ce qu'on m'avait appris à l'école. Et voilà, et j'ai eu envie de la connaître un peu mieux et puis de la faire connaître un peu plus. Et voilà, c'est comme ça que l'idée est venue. Alors on va parler dans un instant de la manière dont vous avez travaillé sur cet album avec Xavier Fourquemin, mais d'abord je vous propose de l'entendre. Bonjour à tous, c'est Xavier Fourquemin qui vous parle et c'est également moi qui filme. Donc ça risque de bouger un petit peu. On va parfois avoir l'impression d'être dans un film des frères Dardenne. Après avoir fini Lord Harold et l'album qui suivra mais qui n'est pas encore sorti, il m'a fallu réfléchir à un nouveau projet, à une nouvelle collaboration et j'ai pensé à Régis Sautière. Quand je l'ai appelé, il avait déjà réfléchi à une histoire qu'il m'a proposée, cette histoire d'enfants des rues qui vont vivre des aventures pendant la Révolution française et le projet m'a tout de suite intéressé. Alors on y trouve beaucoup d'éléments que j'aime bien. Il y a une bande de bandits, mendiants avec des saltrognes que j'adore dessiner. Il y a un méchant emblématique. Il y a une troupe de gamins espiègles qui vont amener tout un côté humoristique. Voilà pour les gamins. Et puis il y a, et ça c'était nouveau pour moi, le travail sur Sélénie, qui est une jeune aristocrate. Et là, j'ai dû faire des recherches sur les jolies robes, les jolies coiffures, les looks un peu de princesse. Ça, par contre, c'était totalement nouveau pour moi. Heureusement, dans cet album, il n'y a pas que des princesses. Ensuite vient le travail de mise en scène proprement dite, le travail du dessinateur. Alors comment je fais ? Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je m'approprie l'histoire. Entre guillemets, je tue le scénariste. Je fais comme si, dans ma tête, c'était moi qui avais tout créé. Ça me permet de m'imprégner au mieux du récit. Révolutionnaire, c'est une série maintenant qui avance bien, qui est bien rodée. La preuve, c'est que j'en suis au 2e tome, et même il a bien avancé. Et à ce sujet, j'avais un petit message personnel pour Régis. Tu vois, Régis, je me suis fait un petit planning pour les mois suivants. Et comme tu m'as envoyé jusqu'à la planche 29, regarde, il va m'en manquer une pour le mois de février. Donc dès que tu as un peu de temps, pense à moi. Voilà, on a fait le tour. Ça va être le moment de nous quitter. Eh bien, au revoir, à bientôt. Voilà, Xavier Fourquemin qui attend visiblement des choses de votre part, des pages. Il attend.
il a encore quelques pages à faire. Mais oui, je pense à lui. Pour répondre à sa question, il aura la page qui lui manque avant la fin du mois de février. Comment avez-vous travaillé avec lui sur cet album? Comment ça se passe? De façon très simple. Alors je lui ai proposé une histoire, parce que Xavier m'avait contacté en me disant qu'il avait envie de travailler avec moi. Il voulait savoir si j'avais une histoire à lui proposer. Il s'avérait que j'avais déjà une idée en tête, donc très rapidement j'ai pu lui proposer quelque chose. On a monté un dossier et puis depuis, moi traditionnellement je fais d'abord ce qu'on appelle un synopsis, après un séquencier où je raconte séquence par séquence ce qui va se passer dans l'album avec l'évaluation du nombre de pages dont j'aurai besoin pour chaque séquence. Et après, je lui envoie un découpage écrit, donc une description de chacune des cases avec les dialogues à côté. Description aussi des personnages ou non, pas forcément? Oui, alors je commence par ça, oui. Mais ça, c'est dès le synopsis. En fait, il y a une présentation des personnages principaux. À partir de ça, Xavier a fait des recherches de personnages. On s'est mis d'accord sur la physionomie de nos personnages principaux. Et après, j'ai peaufiné leur profil psychologique. Et est-ce que parfois, justement, la représentation du personnage et le dessin peut faire évoluer aussi le caractère du personnage? Ah oui, bien sûr, oui. Ça marche dans les deux sens? Oui, parce que ce qu'on définit au départ, enfin en tout cas ce que je définis, ce sont des archétypes. Ouais. Là, on a besoin de 4 enfants, il y a une petite métisse, il y a 2 garçons, 2 enfants des rues, il y a une petite aristocrate. Et donc je vais lui donner les grandes lignes de caractère, et en fonction de ce que Xavier va en faire, moi, la physionomie des personnages va m'inspirer aussi d'autres choses. Et donc ils vont aussi évoluer. De toute façon, nos personnages évoluent en fonction de ce qu'ils vivent. Donc même la psychologie des personnages évolue aussi au fil des albums. Donc oui, ça évolue tout le temps. C'est une série que vous imaginez en combien de tomes? Est-ce que l'écriture des suivants est déjà entamée? Oui, en tout cas, les grandes lignes de l'histoire du tome suivant, puisque là, le premier tome n'est pas encore sorti, ça sortira dans quelques mois, mais on a déjà fait plus de la moitié du tome 2. Je pense qu'on aura déjà entamé le tome 3 quand le tome 1 sortira. Et donc j'ai une idée à peu près claire de là où on va sur les 3 premiers tomes, et après ça va aussi beaucoup dépendre du succès que rencontrera la série pour savoir si on la continue ou pas et en combien de tomes. Merci beaucoup Régis Sautière, Révolutionnaire, dont la sortie est prévue au mois de septembre. Je vous propose que l'on quitte l'univers des enfants pour celui des adolescents avec cette question: comment s'accepter tel que l'on est? C'est la question que pose Kit Toussaint dans Masque, son dernier album. Avant de l'entendre, c'est le dessinateur Joël Jurion que nous avons rencontré. Masque, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants, d'adolescents, qui ont des problèmes personnels, cachés, qu'on va découvrir, et qui vont devoir se confronter à des événements extraordinaires. Et ça avec l'aide de masques, justement, qui ont des pouvoirs magiques. Je voulais un truc qui parle beaucoup aux ados, parce que c'est vrai que on se met tous des masques, on se met tous des barrières, des rôles, et en fonction des évolutions de comment on les fait tomber petit à petit, ou on en remet. Et je trouvais que ça, c'était quelque chose qui me parlait, qui était intéressant. Mais étant dessinateur et un peu bordélique dans ma méthode de travail, j'ai jamais su en faire quelque chose. Et j'avais rencontré plusieurs fois Kid sur divers salons. Et donc je lui ai parlé de ce projet-là, et assez vite il m'avait proposé une histoire avec. C'est un peu le thème de cette série, c'est aussi que pourquoi les masques choisissent telle ou telle personne. Et c'est souvent des ados qui ont des problèmes. Les masques, ce ne sont pas des masques de pouvoir, en fait c'est des masques qui aident l'humanité, mais qui aident aussi les personnages. Pour les personnages principaux, il y a Al, qui est un peu l'ado parfait physique. Il fait du parcours sur les toits de Bruxelles, il fait du skate, certainement qui sort avec la fille la plus belle du lycée. Il a tout pour lui, mais il y a un truc qui ne va pas. Sierra, qui est la petite Jenny, c'est la fille sérieuse, douée dans tous les domaines. Elle est au lycée, elle est forte en langue, elle est forte en maths. Hector. Et lui, c'est un Mexicain de Veracruz. C'est un petit débrouillard des rues
qui parle trop. JS, et c'est le père de Hal, c'est lui qui connaît tout sur les masques en fait. Beaucoup de sujets très contemporains sur l'identité sexuelle, réfugiés politiques, il y a plein de choses comme ça dont on traite sans que ça soit trop sérieux. Ça reste en fait une série jeunesse, mais on essaie de mettre des sujets très contemporains. Graphiquement, il y avait plusieurs envies. J'avais une grande envie de revenir sur du papier, parce que je suis tout numérique depuis pas mal d'années. Mais la flemme. Mes envies, c'était vraiment ce côté où je voulais plus ce dessin au trait que je donne au coloriste. Et mon problème, c'est que quand je fais un dessin au trait, je vois pas forcément en noir et blanc les défauts de dessin. Et quand je vois autour la couleur, et beaucoup, souvent dans Clos, il y avait ce côté-là où je disais, ah putain, j'aimerais bien retoucher des trucs, mais je peux pas. Alors que là, comme je pousse en niveau de gris, je corrige déjà les dessins à ce moment-là. Même si je suis sur masque, Clos va quand même démarrer là en ce moment. Le scénario est fait, il est écrit. Les 2 séries vont exister en parallèle. Il me faut mon crossover. Voilà, Masque, dont vous êtes le scénariste, Kip Toussaint, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, Joël Jurion a dit beaucoup de choses sur l'histoire. Il n'a pas dit comment était né cet album. Pourtant c'est le plus intéressant, c'est là que tout s'est fait. Non, c'est lui qui est venu avec ce concept en fait, donc c'est pour ça qu'il était très modeste de ne pas le dire, mais c'est lui qui voulait parler des masques et c'est lui qui voulait vraiment avoir ce thème de l'adolescence et de vivre caché, de montrer que ce qui nous arrange. Et voilà, et puis ça s'est fait il y a plus de 4 ans. Ou 3 ou 4 ans, et donc c'était bien avant qu'on porte tous des masques et qu'on en ait ras-le-bol des masques, pas de bol. Voilà, bon. L'adolescence, c'est un thème que vous aimez explorer. On va continuer à en parler avec Aveline Stockart, la dessinatrice de Elle, qui nous rejoint. Bonjour Aveline, merci à tous les deux d'être là pour cet album tant attendu des adolescents, la suite des aventures de Elle. Le premier album est un très très gros succès, c'est le meilleur lancement jeunesse depuis 2016, 72 000 albums vendus en à peine un an. Alors j'ai 2 questions à ce sujet. Déjà peut-être, qu'est-ce qui fait selon vous que ça soit un tel succès? Est-ce que vous y attendiez? Et est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire dans l'écriture des suivants? J'ai commencé, puis mais pour le succès, je ne sais pas. Et pour la pression, non, parce qu'ils sont déjà tous les 3 écrits, donc c'est trop tard. Par contre, voilà, s'ils ne l'aiment pas, c'est trop tard, je l'avais déjà écrit avant. Donc, tout était fait déjà? Tout était quasiment. Avant la sortie du premier. Quand le 1 est sorti, j'ai fini le 3e, donc on n'avait pas eu le temps de se rendre compte du succès que ça avait. Heureusement pour moi, par contre pour Aveline, c'est peut-être différent. Moi, la pression, je la ressens quand même parce que c'est très attendu et j'ai eu beaucoup de retours et donc on a envie d'être à la hauteur du premier. Et du coup, ça met un peu la pression quand même sur le deuxième. On a envie que ça plaise tout autant que le premier. Très vite, vous avez eu les premiers retours extrêmement positifs sur le premier. Même avant la sortie, d'ailleurs, finalement. Quand déjà l'éditeur il a cru beaucoup, nous mettait déjà une petite pression, puis les libraires y ont cru beaucoup aussi. Et puis on a fait les réseaux, on fait qu'on a partagé un petit peu. Et il y avait un engouement assez vite. Et des retours très positifs de toute façon. Donc voilà. Et je pense que ce qui a plu beaucoup, c'est cet environnement très coloré. J'ai beaucoup de retours sur les couleurs, les ambiances qui accrochent apparemment. Ouais, très voilà. Et puis même ce gimmick de public. changement de couleur de cheveux, c'est fun en fait. Ouais. Et donc on a envie de savoir pourquoi. Et je crois que c'est un petit gimmick qui fait que ça intrigue. Ça fait déjà un album chez tous les coiffeurs, c'est déjà pas mal. Alors, on a quitté une Elle très chamboulée à la fin du premier tome qui n'a pas appris de bonnes nouvelles. Quelle est la Elle que l'on va retrouver au début de ce deuxième tome? Donc c'est la Elle bleue, on peut le dire. Ouais. Elle est moins chamboulée parce que bleue, elle sait ce qu'elle veut. Ouais. Donc on va un peu voir ce qu'elle va faire de sa vie. Et en même temps, on verra ce que devient Rose pendant ce temps-là. Donc ce sera Elle bleue. C'est ce qui est dit à la fin du tome 2, donc si vous voulez, du tome 1, si on n'est pas lu le tome 1. Il y a 2 niveaux de lecture, elle dans la réalité, elle dans son monde intérieur. Dans ce tome 2, on est très clairement davantage encore dans son monde intérieur. Oui. Aveline. Oui, tout à fait. Oui, et d'ailleurs, pour moi, en termes graphiques, ça a été plus épanouissant
parce que j'ai pu explorer plus de monde, plus de monde organique, la jungle. On va partir dans vraiment plein d'univers très différents. Et c'était fun de diversifier en fait tous ces décors, de ne pas être toujours dans la réalité, dans ce qu'on connaît, dans les couloirs. Vous aller plus loin dans ce tome 2 finalement, vraiment, dans ce que vous aviez en tête. Voilà. En tout cas dans l'exploration de différents décors et de différents mondes. Comment avez-vous travaillé? Comment travaillez-vous sur ces albums? Bien. je pense que le résultat est à la hauteur. Non, mais par exemple, les mondes intérieurs, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est né parce que j'ai rencontré Aveline. Le projet existait déjà avant, mais en rencontrant Aveline, quand j'ai vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, je peux l'emmener partout, de fait, dans la jungle, dans l'espace. On pouvait faire des mondes intérieurs complètement fous parce que je savais qu'elle allait prendre beaucoup de plaisir à les dessiner, quoi. Donc il y a beaucoup d'échanges, en tout cas énormément d'échanges au quotidien, même si le scénario est déjà écrit, on échange sur quasiment chaque case, chaque plan, chaque page. Oui, en fait, il décrit beaucoup les choses et ensuite, moi, j'adapte évidemment le dessin. Mais parfois, quand il y a des choses qui coincent ou quoi, on en parle toujours pour essayer que dans la narration et dans le graphisme, ça colle et que moi, ça m'éclate en même temps. Parce qu'il y a parfois des challenges qui me mettent qui sont très compliqués et donc il faut parfois trouver le juste milieu pour... Alors Aveline, on va regarder justement comment vous travaillez en images sur ce processus de création. Je vous laisse peut-être un peu le décrire. Ouais. En gros, évidemment, je commence par un découpage et je fais un croquis en bonhomme patate, on va dire ça comme ça. Donc c'est très rough, c'est très brouillon. Et spécifiquement pour cette planche-là, et c'est celle-là que j'ai choisie parce que mon processus, c'est pas linéaire, ça veut dire que je vais pas spécialement travailler une planche de la même manière qu'une autre. Ici, je découvrais comment créer une jungle, donc je vais un peu dans tous les sens, je prends beaucoup d'images de référence pour m'inspirer des couleurs, des lumières, parfois des compositions, et j'essaye d'explorer, de m'approprier cet univers-là. Et par exemple, ici, je pars vraiment dans tous les sens, je travaille parfois, au lieu de travailler le croquis, je vais travailler par gros pâtés de couleurs, par forme difforme. Et pour vraiment voir comment tout ça peut fonctionner. Et ensuite, je vais remettre tout au propre. Donc, je vais refaire le travail un peu 2 fois. Ouais. En tout cas, pour cette planche-là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est une fois que la planche est terminée que vous échangez avec Kid de nouveau? Ou non, c'est même dans ce processus ou... Pas toujours. Des fois, on n'échange même pas sur une planche. Il la découvre et il fait « Ah ouais, ok, d'accord, c'est bien ». Ou parfois, j'ai des doutes et tu penses que ça, c'est bon comme ça ou il faudrait peut-être faire plus comme ça. Ça dépend en fait si j'ai des doutes ou pas sur mon dessin et sur la narration, est-ce que c'est assez explicite ou quoi. Là, j'en parle avec lui sinon, voilà. C'est plus au storyboard, c'est plus une question de narration parce qu'à la base, Aveline n'avait pas fait de BD avant elle. Donc ça, c'est une façon de raconter qui est complètement différente de ce qu'elle connaissait. Donc c'est plus là qu'elle avait des doutes au début, nettement moins maintenant, mais on reparle de ça souvent. Ouais. Mais souvent, c'est plus au storyboard qu'on va échanger sur... le squelette de la planche et ensuite il me laisse carte blanche pour le reste et en général ça n'a jamais posé de problème. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'explorer le thème de l'adolescence? Alors c'est parce que c'est une période qui condense un peu tout ce qu'on a. On a beaucoup de pression à l'adolescence mais peu de responsabilités, on a plus de temps. Mais c'est toute la période en devenir, toutes les questions qu'on se posera aussi encore par la suite, mais qu'on sera fort occupé, on y pensera nettement moins. Je trouve que c'est une période où on est beaucoup plus curieux, beaucoup plus... c'est la rencontre avec les lecteurs aussi de Magic 7 et les mecs d'autres séries que j'avais fait en jeunesse, qui m'a vraiment convaincu de ça. C'est des bons lecteurs, des très bons lecteurs, les adolescents. Ils lisent très précisément, très profondément. Et aussi la différence, c'est qu'un adulte, quand il ne comprend pas quelque chose, il dit c'est nul, et un enfant ou un ado, quand il ne comprend pas quelque chose, il dit j'ai pas compris. C'est quand même beaucoup plus modeste et beaucoup plus sincère. Alors je vous propose de répondre à une question d'une adolescente, d'une jeune fille. Elle s'appelle Lou, elle a 11 ans et donc elle a une question à vous poser. Bonjour Aveline, bonjour Kid. Donc tout d'abord je voulais vous dire que j'avais vraiment beaucoup aimé votre BD. Et du coup ma question pour elle, ça serait quelle elle vous préférez? Voilà. Voilà, quelle elle vous préférez? C'est dur parce que c'est nos enfants tous les... C'est très dur. Tous les 6, ils sont combien? 6. C'est difficile parce qu'elles sont toutes détestables sur certains points et toutes adorables sur d'autres. Elles sont pas complètes non plus, hein. Elles ont un trait de personnalité qu'on a vu jusqu'ici, donc c'est pas facile d'en aimer une pour ça. Mais ce serait plutôt Châtain parce qu'elle est touchante, donc on aime bien notre enfant malade, généralement, un enfant un peu faible. Et Aveline? Moi j'ai vraiment beaucoup de mal à choisir parce qu'en fait,
quand je les dessine, je les incarne toutes. Et c'est comme si du coup, je les comprenais toutes. Et j'ai l'impression que elles forment un tout ensemble. Et c'est difficile d'en choisir vraiment une. Mais si je devais m'identifier à une précisément, je pense que ce serait plutôt Châtain aussi. On parle beaucoup de elle, un peu moins forcément des 4 personnages qui gravitent autour, qui sont tout aussi importants. Lynn, Otis, Farid, Maëlys, ils seront tout aussi présents dans ce tome 2. Ah oui, ouais, c'est obligé, ouais. C'est l'équilibre entre le côté un peu sitcom de la série, entre les interactions entre les personnages et les personnages secondaires, et la quête d'identité d'elle qui est plus interne, quoi. Donc oui, ils sont obligés d'être là. Moi, ils me donnent un rythme, ils me donnent des moments de respiration aussi. Lynn me donne des gros moments de respiration, heureusement qu'elle est là. J'aime beaucoup Lynn aussi. Je crois que c'est le personnage préféré de tout le monde. Pourtant, on n'aimerait pas l'avoir comme amie quand même. Ça me posait beaucoup de problèmes. Mais non, oui, moi aussi, Lynn, c'est un vrai personnage secondaire comme je les aime, quoi. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Le tome 2 de Elle sortira le 29 avril, soyez donc encore un peu patients. Voilà, cette émission se termine. Je vais maintenant demander à Gauthier de me rejoindre pour la conclusion. Gauthier, on a retrouvé des personnages bien connus, on vient de voir Elle, mais aussi le convoyeur, les omniscients, on en a découvert d'autres. C'est une année extrêmement riche qui s'annonce pour le Lombard. Tout à fait. Là, on a vraiment voulu mettre l'accent sur les séries pour avoir vraiment une thématique forte. Il y en a beaucoup de nouvelles dont on voulait parler. Mais moi, je suis très soucieux qu'on n'oublie pas ce statut d'éditeur généraliste que je revendique beaucoup. Donc je pense qu'on est arrivé vraiment à le démontrer l'année passée. Et on va évidemment poursuivre dans cette voie-là. Donc il y aura aussi quelques très beaux one-shots, quelques romans graphiques intéressants. On n'a pas parlé aujourd'hui, on en parlera d'une autre façon dans le temps. On peut peut-être en citer un ou deux. Oui, pour peut-être ceux du mois de janvier, on a parlé d'un Général des Généraux, un album que j'aime beaucoup. Dans un registre très différent, on en avait aussi parlé dans l'émission il y a un an, c'est La Dame Blanche de Quentin Dution, qui est un peu décalé, qui est un très bel album, merci, et qui sortira également en janvier. Bon, de grosses sorties attendues. Merci beaucoup Gauthier. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Merci aux auteurs et aux autrices d'être venus partager, présenter avec nous leur album. J'espère que cette deuxième édition d'Ancrage vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours à Lucille Noël. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.